soit par le chat, soit en prise de parole, en levant la main au préalable, mais rien d'inhabituel. Merci pour l'enregistrement. Alors, en guise d'introduction, effectivement, les intervenants sont les mêmes effectivement que sur la précédente session. Aujourd'hui, c'est surtout Mike, Gay, Philippe Declercq et moi-même qui allons présenter les supports. Les autres intervenants sont là surtout pour répondre aux questions suivant les thématiques. Je vous ai laissé, comme les autres fois, cette slide d'objectifs et de démarche des ateliers. Je ne vais pas non plus la reparcourir. On est toujours en ligne avec la démarche initiale. Simplement, évidemment, on avait envisagé initialement 3 ateliers. On en est donc déjà au 4e et vous allez voir qu'on va vous proposer un 5e et dernier atelier quand on parlera plus spécifiquement du planning et des prochaines étapes avant la version complète, on va dire, des exigences. Donc le sommaire qu'on vous propose aujourd'hui, on vous a envoyé hier le sommaire ainsi que le compte-rendu de l'atelier 3. On avait juste oublié une partie importante, mais donc voilà, on va les lister maintenant. Donc aussi un sommaire assez habituel. D'abord revenir sur certaines questions justement dans ce compte-rendu de l'atelier 3 qu'on voulait expliciter en séance, qui me paraissait important d'inciter, qui concerne d'ailleurs surtout mon espace santé. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des remarques sur le compte-rendu, à les poser ici si besoin. Donc ça sera assez rapide. Après, on va surtout regarder finalement les retours que vous nous avez fait sur le fichier de synthèse d'exigence, donc version 0. Que vous avez transmis il y a quelques semaines. On va faire des focus spécifiques sur certaines exigences pour vous donner nos propositions et vous indiquer comment on envisage de faire évoluer les exigences ou l'encadrement des exigences. Troisième partie, on va regarder justement des exigences qui ne sont pas encore rédigées, sur lesquelles finalement on nous a demandé, soit émanant de task force, soit émanant d'autres chantiers, enfin divers. On a essayé de les consolider pour les partager avec vous. Déjà qu'on ait conscience qu'il y a des souhaits de travailler sur ces exigences et vous dire où on en est, et puis aussi prendre vos retours si vous en avez déjà sur ces thématiques qui pourraient nous orienter sur la manière de formuler ces exigences. Et enfin, on conclura sur justement la suite des travaux, cet atelier supplémentaire qu'on vous proposera, et puis qu'on resituera nos travaux aussi par rapport à la vague 2 Ségur qui commence à se concrétiser. Évidemment, je n'ai pas d'annonce à faire, mais au moins on a des perspectives un peu plus concrètes pour l'atterrissage de nos travaux. Donc je vais commencer tout de suite par justement revenir sur certaines réponses ou certaines questions que vous avez posées, surtout lors de l'atelier 3 ou d'ailleurs ou à la suite de l'atelier 3 qu'on a consolidé. Donc il y a 12 questions-réponses dans ce compte-rendu qu'on vous a transmis hier, qui est téléchargeable sur notre site mssanté.fr, dont on met l'URL sur le chantier Ségur. Il y a 2 questions en particulier qui me semblent peut-être intéressantes d'échanger de vive voix pour que ce soit bien compris par tout le monde. Et je vais proposer à Philippe peut-être de prendre la parole. Si tu veux bien, sur ces deux questions. J'ai vu, Philippe, que tu étais avec nous tout à l'heure. Je ne t'entends pas. Oui, c'est bon? Ah, ça y est. Ah, merci. J'ai un petit problème. Oui, bonjour. Donc, effectivement, il y a pas mal de questions qui nous sont arrivées sur l'autocréation de mon espace santé, les autocréations qui sont encore en cours. Alors, je rappelle effectivement ici deux règles. La première, c'est que l'autocréation entraîne la création des ressources, comme on appelle chez nous, c'est-à-dire effectivement d'un espace de stockage de DMP, du côté PS, d'un espace de stockage de documents, et aussi d'une boîte de messagerie qui est créée, qui est en statut ouverte, et donc qui peut recevoir des messages. La deuxième question, donc toujours dans le cadre d'une autocréation, effectivement, comment le patient est averti qu'il a reçu un message dans son espace santé. Alors, en fait, notre système essaye notifie sur une adresse de messagerie qu'on peut connaître, qu'on a pu connaître pour notamment envoyer les courriers invitant le patient, les courriers émissions invitant le patient à créer son espace santé. Quand on a pu, on les a envoyés par courrier électronique parce que on avait parfois effectivement des adresses de messagerie sur le compte Amélie, par exemple, pour le régime général, ou sur les équivalents pour les autres régimes. Et donc on notifie sur ces adresses de messagerie personnelles connues de nos systèmes.
Quand bien même on n'aurait pas d'adresse de ce type-là, il est prévu qu'effectivement que l'on mette à disposition et qu'on envoie par courrier papier, donc à l'adresse postale connue de nos assurés, un récapitulatif de ce qui s'est passé, on va dire, sur l'espace santé, sur son espace santé, donc de toutes les actions qui ont pu être faites par des professionnels, des envois de messages, donc des réceptions côté mon espace santé, et des dépôts de documents. Ce document courrier papier récapitulatif, voilà, ça reste, il y a une fréquence qui reste à définir. Il n'y a pas encore de consensus là-dessus. Okay, ben, je te remercie, Philippe. Mais effectivement, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, sinon n'hésitez pas à les poser. Je n'ai pas regardé dans le chat. Mais voilà, c'était vraiment cette idée de bien comprendre effectivement que c'est ça, c'est pas effectivement la première connexion explicite d'un patient à sa messagerie Mon Espace Santé qui active la messagerie, c'est bien l'autocréation. Donc effectivement, il peut y avoir une zone un peu grise pour ceux qui ne pourraient pas activer la notification rapide, je dirais immédiate, évidemment. C'est un courrier papier, c'est moins fréquent. Ouais. Ok, si ça ne suscite pas d'autres demandes de précision, en tout cas, j'en vois pas dans le chat ou de main levée, je propose de poursuivre. Merci Philippe. Donc, deuxième partie, effectivement, bah, c'est vraiment de profiter des retours de concertation que vous nous avez fait sur la première version du draft de référentiel d'exigence, hein, qui, pour rappel, en termes de périmètre, était très orienté sur l'API LPS en particulier et un peu sur quelques exigences qui permettront de compléter les indicateurs d'usage d'échange de MS Santé. Donc, on a eu 6 éditeurs qui nous ont fait part de leur retour, et donc les remarques que vous allez voir sont évidemment issues de ces 6 remarques. Sachant que donc là, on ne vous a pas encore transmis, comme on le faisait pour les opérateurs, la synthèse de ces exigences. Ça, je leur dirai plus tard, mais on va vous le transmettre là dans les 2 prochaines semaines, et puis justement en fonction de ce qu'on va se dire aujourd'hui, on va vous transmettre une version 0.2 de ces exigences, où vous verrez de manière anonymisée les remarques de chacun de ces 6 éditeurs par exigence, quoi. Donc, il y aura l'exhaustivité des retours ainsi que nos réponses et nos propositions de modification des exigences qui seront indiquées. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure dans la suite. Donc là, l'idée, c'est de parcourir justement certaines exigences, hein. On va évidemment pas revenir sur toutes, mais celles qui nous paraissaient intéressantes d'échanger lors de l'atelier. Donc le premier point, la première remarque importante que vous avez faite, alors j'ai pas repris toutes les remarques, hein, mais elles sont revenues à plusieurs reprises à juste titre, c'est que dans cette version-là du référentiel d'exigence, finalement, tel qu'il était formulé, on pouvait comprendre, puisque c'est rédigé comme ça, que finalement, les éditeurs, quel que soit leur logiciel, devaient implémenter à la fois le point d'entrée, enfin le MIE haute-CLI pour les balles applicatives et aussi le MIE Pro Santé Connect pour les balles personnelles et organisationnelles. Ce n'était pas effectivement nécessairement notre volonté. Notre objectif, c'était plutôt de vous faire réagir sur le contenu des exigences et leur formulation. Mais c'est une remarque tout à fait judicieuse. Donc nous, la proposition qu'on va faire là-dessus et qu'on va intégrer dans le référentiel 0.2, c'est de se dire, mais là aussi, on veut aussi votre réaction, c'est de se dire que, a priori, du moins pour un logiciel qui a une raison de s'interfacer avec l'API LPS, il y a un opérateur qui dispose de l'API LPS, ce qu'on demanderait, c'est que soit il implémente le MIE haute-CLI et donc les balles applicatives, soit il implémente le MIE Pro Santé Connect, donc pour les balles personnelles ou organisationnelles. Évidemment, s'il n'implémente aucun des deux, il n'implémente pas l'API LPS. Alors ça, c'est un autre sujet qu'on va voir juste après, concernant les PFI, le cas des PFI. Mais c'est un peu l'orientation qu'on voulait vous proposer, finalement, que les éditeurs puissent choisir en termes de profil dans les exigences donc, à répondre dans le cadre des REM futurs, pour chacune des task force, c'est que finalement, les balles applicatives ne soient pas obligatoires pour tous, et y compris que certains puissent faire les balles applicatives sans faire les balles personnelles ou organisationnelles. Donc, je ne sais pas si c'est de nature à répondre aux questions que plusieurs s'étaient posées. N'hésitez pas, je vois que M. Lagarde a levé la main. Je vous en prie. Oui,
Bonjour. Mais effectivement, nous, ça nous semblait, adapté, important parce que sur, des applications qui effectivement ne traitent que des boîtes aux lettres applicatives et qui sont pas du tout dans une démarche, hem, de fournir un client de type Ouais, Outlook, nous, ça nous semble important de vraiment séparer pour éviter après toute ambiguïté quand il y aura les preuves à fournir, de séparer effectivement, d'avoir un profil pour la gestion des boîtes aux lettres personnelles et organisationnelles et un autre profil, pour les applications, les clients qui ne gèrent que des boîtes aux lettres applicatives, ouais. ça Là, c'est pas sinon après au moment où on ouais. doit vraiment faire les référencements et tout ça, c'était, c'était Oui, tout à fait. compliqué, source d'erreurs et cetera. Donc autant bien clarifier. Après ça n'empêche pas un client de faire les 2, Non, mais bien sûr. s'il en fait qu'un des 2, c'est mieux d'avoir un profil. Je suis en faveur, ouais. Oui, tout à fait. Bah, Mmh. c'est vrai que nous, dans cette version-là, on n'avait pas encore vraiment raisonné sur les profils, hein, mais justement, c'est l'occasion de s'en parler. Nous, ça me paraît légitime. Après, il y a juste une limite. Alors après, il faut voir effectivement comment les éditeurs concernés vont y répondre. Et c'est pas obligatoirement justement le logiciel qui doit y répondre, mais vous savez, on a aussi une exigence qui existe déjà dans le référentiel 2 actuel, en version 0.1, qui dit un message envoyé depuis une balle applicative doit, en reply to, proposer une balle personnelle ou relationnelle pour justement faire des échanges interpersonnels. Donc ça ne veut pas dire effectivement que le logiciel doit proposer une balle organisationnelle. Par contre, ça veut dire que le client, en tout cas, doit disposer de ce type de boîte par ailleurs, en tout cas. Alors dans l'exigence, je pense qu'il faut dire le logiciel doit permettre qu'il y ait, Voilà, que tout à fait. l'utilisateur puisse paramétrer une boîte de Non, reply. non, d'ailleurs, c'est le Mais cas. par À l'heure contre, actuelle, c'est on vrai ne que dit nous, pas. l'éditeur de logiciel Oui, peut pas l'imposer si vous voulez. Par contre, complètement, effectivement, complètement. prévoir qu'il y ait une adresse de réponse personnelle organisationnelle, C'est ça. oui. C'est ça. Et puis simplement, vous, effectivement, vous aurez aussi une sorte de communication, d'information à faire aux utilisateurs. C'est que fatalement, ils auront besoin, eux, de Oui, configurer nous, il faut qu'on leur et de explique comment le disposer. paramétrer, ça Voilà, c'est normal, oui, tout à fait. c'est ça. Mais oui, l'exigence ne dit pas qu'effectivement, c'est au système de la proposer aussi, hein. Mmh. C'est de pouvoir pointer vers, effectivement. OK. D'autres remarques? Quelqu'un d'autre veut faire des précisions là-dessus ou ça semble convenir à Moi, tout ça le me monde? semble clair par rapport à ma question, donc ça me va bien. D'accord. Eh ben, très bien. Voilà, donc on va faire on va essayer de faire des propositions, effectivement dans ce référentiel 0.2 parce qu'après on se pose des questions, mais bon, on traitera ça nous, mais parce qu'évidemment si on met 2 profils, un bal applicatif, un bal pair org, si l'éditeur n'en sélectionne aucun des 2, ça va être problématique pour nous. Mais bon, donc ça, faut qu'on trouve des solutions pour que ça soit compatible. Très bien, bah, donc je poursuis. Bah, justement, deuxième point, je l'abordais un tout petit peu et ça a été aussi beaucoup abordé, par certains, dans certains retours, c'est, de traiter, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, hein, le cas finalement des logiciels, qui effectivement, envoient, des messages ou reçoivent à la rigueur, mais qui surtout en envoient, mais qui en envoient à travers une PFI. Alors c'est sans doute, j'imagine plutôt les DPI, mais je pense qu'il y a pas que les DPI, ce sont peut-être des DUX dans ce cas-là, voire des logiciels de bio. Et effectivement, il faut que le référentiel fonctionne aussi dans ce cadre-là. Donc on n'a pas encore beaucoup creusé la question. Ce qu'on voulait partager avec vous, donc c'est qu'effectivement, dans le cadre de ces logiciels-là qui passent par une PFI, c'est effectivement la PFI qui va répondre aux exigences de l'API LPS, ou du moins de certaines de ces exigences. Pour les balles applicatives, plus probablement. Et l'autre point aussi qu'il faut qu'on creuse, c'est que ça sera à voir côté PFI, puisqu'il y a aussi une question qui nous était posée, c'est comment une PFI pourrait supporter des balles personnelles ou organisationnelles, parce que là, effectivement, l'architecture est plus compliquée, les passages de jetons au Santé Connect semblent plus complexes. Donc ça, c'est deux points qu'il faut qu'on approfondisse. Ce qu'on voulait voir avec vous, c'est ça, c'est de se dire, si on comprend bien finalement par rapport à nos exigences MS Santé, c'est que pour en tout cas ces logiciels qui passent par une PFI, eux, finalement, ils ne doivent pas répondre ils doivent pouvoir ne pas répondre aux exigences API LPS directement. Par contre, ils doivent pouvoir répondre aux autres exigences du référentiel 2. Donc c'est là, il faut qu'on trouve un mécanisme qui le permette. Voilà, on ne sait pas trop encore pour l'instant si on peut passer par un profil. On imaginait peut-être un profil client de messagerie MS Santé. Donc c'est pas encore très clair. On trouve quelque chose. Je ne sais pas si vous vouliez, pour les logiciels concernés ou les éditeurs concernés, qui connaîtrait peut-être mieux le cas des pays PFI que nous d'ailleurs. Monsieur Laguarde a relevé la main. Oui. En fait, c'est vrai qu'il y avait, il y a un format d'échange, heu,
qui a été enrichi pour le Ségur, justement pour permettre aux DPI d'émettre des documents CDR de niveau 1, mais en précisant des données de confidentialité, par exemple du TMP ou de l'AMS Ouais, Santé, et tout à qui fait. indique que justement après les adresses, on envoie, etc., sont mis dans le document CDR. Je dirais que si D'accord. votre enfin une possibilité, quelque chose qui a manqué Mmh. aussi, Ouais, c'est que justement ce référentiel d'échange de documents n'était oui. pas rendu obligatoire Ah, en import pour une PFI. Alors d'accord. peut-être que pour la vague 2, ça serait, et dans certains cas, ça pose des problèmes au personnel de déploiement, puisque toutes les PFI Ouais, n'acceptent pas ce oui. format. Donc peut-être qu'une approche, ça pourrait être de le rendre, Ouais, du coup, que ça devienne la solution standard d'échange entre n'importe quel effectivement. DPI et PFI quand ils sont tiers, hein, quand ils ne sont pas Ouais, ouais, du même même éditeur. éditeur. Et Ouais. à ce moment-là, s'il y a besoin d'évolution du nouveau client de Ouais, messagerie qui n'était pas géré par, ce référentiel d'échange, ça peut être l'occasion pour vous de les intégrer. Comme ça, pour effectivement. tous les DPI, ils Ouais, sauraient ce qui est, parce qu'en fait, eux ne seront pas clients de ouais. messagerie, Non, mais en c'est fait, ça. mais ils pourront fournir les données attendues C'est à ça, une par la PFI de PFI. façon standard et que ce soit tout le temps la même, quelle que soit la PFI, les données Ouais, standards. Ça peut être une approche. effectivement. Et juste parce que ma méconnaissance du sujet, ce référentiel d'échange PFI DPI, il est produit par l'ANS, Par j'imagine. l'ANS, tout à fait. Écoutez, je vais le D'accord. retrouver, je vais vous le mettre dans la Je veux discussion. bien parce que je l'ai jamais consulté. Ouais. Du Et coup, comme c'est ça un me échange permettra en de. HL7, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu le document. Enfin, j'ai pas pris connaissance. J'en avais pas pris D'accord. connaissance non plus jusqu'à ce qu'on nous dise que, il fallait échanger comme ça avec une PFI en fait. Ah, Alors, en fait, d'accord. sauf que ça n'a pas été rendu obligatoire Ouais, ouais, je au comprends. moment du Pas en référencement. vague 1. Voilà. D'accord. Mmh. Et ça pose des soucis des fois. Effectivement, ouais, ouais, je comprends bien. Voilà, Ouais, je vous mets d'accord. le Bon, lien du on va creuser document. ce. Et c'est Monsieur Ouais. Baja, je pense, qui est Ah, d'accord. l'expert chez Ouais, vous je vois très bien. Ouais. là-dessus. D'accord. Bah, très bien. On verra avec lui. Voilà. Très bien. Bah, ok, donc ça, donc de notre compréhension, et ça aussi, il faut peut-être nous aider là-dessus, même si on va creuser aussi. Mais donc effectivement, pour un DPI, ça semble effectivement, évidemment, là, vont se concerner. Enfin, les DPI sont concernés. Ce qu'on se disait, c'est que peut-être que les DUI aussi, peut-être, ont aussi cette architecture avec une PFI distincte. Et je crois que la biologie aussi est concernée. Je ne sais pas si vous savez, autour de la Pour la table. bio, je sais pas, pour un pour les DUI, oui, on passe bon après ils ont pas réellement une PFI, Ah, enfin ils doivent pas déclarer une PFI. Il y a que le couloir hôpital où il y a d'accord. réellement, dans les Ouais, référencements une question de PFI. d'accord. Dans le DUI, c'est le système doit, donc du coup après le Ah, système peut englober une PFI, ouais, mais sans mais le déclarer. Oui. sans le déclarer. D'accord. Ok. Bah, Chez nous, il merci pour cette passe précision. réellement effectivement par une PFI. Ok, je comprends. Ok, bon, ça, on va creuser effectivement. Euh, ok. Ok, bah, en tout cas, bah, c'est déjà intéressant. Merci pour le lien. Bon, on va creuser ça de toute manière pour vous faire des propositions, pareil, dans la version suivante du référentiel. S'il n'y a pas d'autres interventions, euh, alors j'ai une remarque que je n'ai pas vue tout à l'heure dans le chat de Monsieur Covin, alors, je ne sais pas à quel moment, 15h12. Ce n'est pas soit, mais si. Je ne sais pas ce qu'on disait à ce Bah, moment-là. oui, c'est pas soit une application peut implémenter les 3 types de balles. Si elle Oui, implémente une balle applicative, donc c'est le protocole, je ne sais plus comment vous l'avez appelé. Si c'est une balle organisationnelle ou professionnelle, alors il faut passer par l'authentification pour Santé Connect. Donc c'est pas oui, du choix, on peut faire les 3, mais en tout cas, si on fait une certaine type de balle, il faut respecter une c'est ça, exigence oui. Oui, oui, vous avez raison. Oui, il faut d'authentification. qu'on. Authentification. C'est juste. Ok. C'est du Merci. détail, hein, ma remarque. Ouais, non, non, mais c'était juste pour être sûr de ne pas rien rater. Ok. Merci. Alors, je poursuis à ce moment-là. Alors, on avait aussi, donc on a eu des remarques, on y avait deux, je les ai regroupées, on avait deux exigences qui traitaient un peu finalement de la gestion des erreurs, alors soit des erreurs lors de la connexion entre le système, entre le logiciel et l'opérateur via donc, Santé Connect, ou alors justement des questions lors de la fin de session IMAP SMTP et la réaction du logiciel. Donc, c'était l'exigence 1.10, la deuxième. Effectivement, la formulation n'était pas des plus explicites et encore moins plus facile à mettre des points de contrôle dessus. Donc ça, vous aviez raison. Donc on a tenté de préciser ce qu'on voulait dire. Donc je vous donne la nouvelle formulation pour la 1.7. Ça donnerait: le système doit traiter les erreurs techniques rencontrées lors du processus de connexion SMTP IMAP
de sorte à ce qu'elle ne perturbe pas les autres fonctions du système. Alors, c'est peut-être pas encore tout à fait. Notre idée, c'était ce qu'on voulait éviter, c'est que effectivement une erreur de connexion pour envoyer un message ou recevoir un message interrompe complètement d'autres fonctions du logiciel, même si évidemment une erreur de connexion nécessitera fatalement une intervention si c'est un logiciel avec un utilisateur humain en tout cas derrière, une intervention de l'utilisateur. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des remarques en ça, on vous laissera plutôt vous faire nos remarques dans la version 0.2 du référentiel. Voilà, c'est pas des exigences faciles à formuler. Nous, notre idée là-dedans, c'est vraiment de se dire voilà, que effectivement, quand il y a un utilisateur, en tout cas, qu'une erreur de connexion n'interrompt pas toute l'utilisation du logiciel. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude, j'imagine, de traiter ces cas-là. Quelle serait une meilleure formulation pour vous? Voilà. Ouais, si on ne fait pas, on se fait tuer par nos clients. Hein, donc, ça, on Oui, fait alors je sais bien. Voilà, c'est pour ça que on enfonce un peu des portes ouvertes. Mais parfois, ça va mieux en le disant. Alors, voilà, on se cherche un peu sur ces. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de formuler ce type de. Et qui ne sont pas faciles à contrôler d'ailleurs. Donc, voilà, on n'est pas encore tout à fait mûr là-dessus. Monsieur Laguarde, je ne sais pas si vous avez relevé la main. Ah non, c'était la même Non, elle précédente. est encore Non, ouverte. j'avais peut-être D'accord. juste un commentaire, parce Oui. qu'effectivement, je rejoins Jean-Christophe sur ces aspects-là. De toute façon, naturellement, on essaie Oui. de jamais que le système, surtout que, entre guillemets, pour des fonctions de type dossier patient informatisé, bon, l'envoi d'un mail, bon, c'est important, mais c'est plus Oui. important, évidemment, de ne pas perturber les autres fonctions, je sais pas, de prescription, etc. Tout à fait. Moi, ce qui me gêne plus, peut-être, c'est après, chaque fois qu'il y aura une exigence, après, il faut prévoir les preuves. Et ce type de preuves, Exactement. c'est là que ça devient un peu. C'est là où on n'est pas très à l'aise Ouais. non plus. Alors après, ça peut être une préconisation. Exactement. Parce que de toute Voilà, façon, bon. naturellement, on va tous éviter. Sinon, effectivement, comme disait Oui. Jean-Christophe, si le système il plante parce qu'on n'a pas établi la connexion, Ouais. voilà. Enfin, il n'y a pas de souci. Non, voilà. C'est pour ça qu'on avait pensé à Mais ça, bon, ça parce peut être qu'évidemment, mis c'est en une bonne pratique. préconisation pour le rappeler. Oui, ça c'est bien. Oui. Ouais, c'est ça, mais c'est très difficile à contrôler de toute manière, donc c'est pas ce qu'il y a de pieux. OK. Mais effectivement, voilà, donc effectivement, la préco, ça sera plutôt du rédactionnel probablement dans le référentiel, quoi. On va Enfin, en voir soi, ça. c'est pas gênant. Pensez juste après à faire une preuve Non, mais je pense que c'est qui incontrôlable soit pas surtout. après compliquée après pour nous à produire, quoi. C'est ça, et nous à vérifier, parce que je pense que c'est difficile de trouver un cas de test applicable. OK, bah, intéressant. Et donc la deuxième, donc la formulation, pareil, alors vous avez pas vraiment fait de remarques dessus, mais on s'est dit qu'il fallait aussi la retravailler. Et donc là, c'était effectivement sur un événement, c'est un peu différent, puisqu'on a dit qu'on avait la particularité que finalement la session IMAP ou SMTP, suivant effectivement différentes causes, pouvait être fermée à l'initiative du serveur de messagerie, et donc pas à celui du client. Et qu'on voulait aussi que ce cas d'erreur-là soit géré effectivement proprement, si on peut dire, pour l'utilisateur. Et là, on proposait, alors encore une fois, il faut voir si c'est une exigence ou une recommandation, mais le système doit pouvoir réouvrir automatiquement, donc sans intervention humaine, une session IMAP SMTP lors de la détection d'une fin de session IMAP SMTP déclenchée par le service de messagerie. Voilà, les deux causes c'était l'inactivité LPSDUI ou la durée maximale de session plutôt d'ailleurs, atteinte côté SMTP IMAP, quoi. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne pratique. C'était plutôt pour que les éditeurs n'oublient pas de gérer ce cas-là, un cas moins classique et qui est un peu dû à notre architecture IMAP SMTP. Voilà, pareil, à tester, c'est pas évident. Il faut forcer la fin d'une session. Je ne sais pas si vous avez des remarques là-dessus. En tout cas, vous n'aviez pas fait de commentaires. Okay. Je trouve qu'il y a pas beaucoup ça suscite pas beaucoup d'émotions. En tout cas, bon, on va voir effectivement si on pense que c'est quelque chose qui peut être vérifié, parce qu'évidemment, si on ne sait pas le vérifier, ça ne sert à rien de le mettre en exigence. Donc pareil, on va se poser cette question sur la nature, exigence ou préco. OK, je poursuis. Alors, là aussi, une remarque intéressante. Donc là, c'était l'exigence qui listait les suites de chiffrement imposées dans une liste de 6 suites de chiffrement.
Et un éditeur nous avait posé la question de savoir finalement si, grosso modo, cette exigence-là, elle ne devrait pas être portée uniquement par l'opérateur et pas par le pas par le client de messagerie du tout, finalement. Alors nous la position, effectivement, c'est une bonne question, on y réfléchit et on se dit que, à la différence d'un système comme le DNP, qui est finalement un système centralisé, où finalement, on est censé, nous, maîtriser côté serveur, les configurations et donc les imposer aux clients, lors de la négociation du TLS. Là, c'est moins vrai, hein, même si évidemment, on a bien sûr des exigences et qu'on essaie de les imposer, de les contrôler pour les opérateurs. Vu le nombre d'opérateurs, on se dit que pour avoir quand même un niveau de sécurité et l'usage des suites de chiffrement les plus strictes, on se dit que c'est quand même intéressant de l'imposer aussi aux éditeurs lors de cette négociation, cette suite de chiffrement. Donc ça, c'est la position qu'on voulait en tout cas, la réponse qu'on voulait faire dans la version suivante du référentiel d'exigence et ne pas a priori toucher à l'exigence. Je ne sais pas si quelqu'un a des remarques là-dessus, une position à faire valoir. Sinon, je vois qu'il y a Damien Porquet qui nous dit que pour faire du mauvais esprit, l'annuaire santé est actuellement HS. Tout à fait. Certificat expiré. Alors là, je pense que vous parlez, effectivement, on n'a rien à voir avec le sujet, mais effectivement, là, je pense que vous parlez de l'interface web de recherche, qui est effectivement un certificat qui est expiré le 1er juillet, et je sais que les équipes annuaires sont dessus pour le renouveler, et qui ont quelques difficultés. Je ne sais pas si on a quelqu'un de l'équipe annuaire avec nous, mais effectivement... Est-ce que je peux... c'est Damien Porquet. Oui. En fait, c'était juste un petit clin d'œil, effectivement. Oui. Il y a par contre un autre souci qu'on a qui met du temps à traiter, quand même un peu gênant, c'est les extractions de l'annuaire. Je ne sais pas à qui adresser, on passe par le support. Ouais. Mais les réponses qu'on a traînent. En fait, il y a des champs qui ont été rajoutés, qui fait que les extractions sont plus traitables, parce qu'il y a des... Du coup, on est un peu bloqué. Voilà. Donc, je pose le sujet là, c'est hors sujet. En tout cas, par contre, je veux bien que vous me renvoyiez en tout cas vos mails du support, parce que ça, par contre, je ne l'ai pas vu passer. Ok. Et effectivement, je le routerai aussi en interne. Et c'est juste depuis quand? Depuis la bascule Ça fait plus d'une semaine et demie. D'accord. Un truc comme ça. Ouais. En tout cas, ça c'est pas monté jusqu'à moi, mais je veux bien avoir le détail de ces. Je vous transmettrai. Ouais. Désolé, effectivement, c'est pas. Mais c'est que c'est un peu Et bloquant et on a tous nos clients qui sont bloqués avec ça. Je comprends. Oui, j'entends. Je ne sais pas si on a quelqu'un de l'équipe annuaire avec nous, mais sinon on reviendra vers vous postérieur. Ok, c'est noté. Donc, alors nous avons également dû traiter en urgence des champs ajoutés sans avertissement. J'entends. Je n'étais pas informé, mais on va se renseigner. Et on essaiera qu'une communication vous soit envoyée par les équipes concernées. Peut-être juste un commentaire sur l'exigence là ou la précédente. Oui, merci. Enfin, c'était pas dans la réunion, mais on avait des échanges aussi. C'est quelque chose qui paraît. Je pense que toutes les mises à jour des clients, des fonctions clients, c'est aussi en s'appuyant sur des bibliothèques qui les gèrent, voilà, qui sont fournies de façon internationale, ou par exemple, on avait eu des échanges autour d'Exchange qui ne gèrent pas le retour. Peut-être quelque chose que vous pourriez vérifier, c'est est-ce que vos choix de protocole là, de chiffrement sont bien supportés massivement par les bibliothèques qui existent au niveau international, parce que si c'est ou même déjà par Exchange et Outlook. Si c'est pas le cas, ça va tout de suite pas le faire, quoi. Je comprends ce que je veux dire. Après, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que je ne connais pas bien le sujet, mais dans quelle mesure, effectivement, c'est facile d'identifier ces librairies de référence, Exchange, Outlook peut-être. Après, par ailleurs... Peut-être déjà Exchange et Outlook, ce serait... Si déjà eux, Oui, je comprends. En tout cas, c'est une bonne remarque. Je poserai la question à effectivement, avec nos équipes sécu avec qui on a travaillé ces exigences-là, s'il y a un moyen, effectivement, de s'assurer que les principales librairies les supportent bien. Ok. Ok, c'est noté. Pas de commentaires. J'aimerais revenir sur cette exigence. Je ne sais pas si vous entendez correctement. Pas très bien. Pardon, désolé. C'est vrai que pour s'assurer de la suite de chiffrement utilisée, c'est quand même, pour moi, c'est plutôt une préconisation côté serveur.
Donc, Oui. c'est le serveur qui définit la liste des ciphers qui va l'autoriser. Oui. Donc, voilà, déporter cette demande de preuve côté client. En fait, pour moi, côté client, c'est soit on arrive à établir la connexion, parce que le client va supporter un des ciphers proposés par le serveur. Sinon, la connexion ne s'établit pas. Tout à fait. Donc, c'est vrai que imposer ça côté client, ça me paraît peut-être un petit peu superflu. Je vous disais, j'entends, hein, c'est vraiment la remarque effectivement qui avait été faite. Je sais pas, Jean-Baptiste, je vois que tu veux prendre la parole. Juste rapidement, effectivement, il faut qu'on regarde la cohérence des listes. Après, il y avait à l'envers l'effet qu'une partie de la sécurité repose aussi sur le client, sur le fait qu'il n'accepte pas des mécanismes qui sont d'un niveau non souhaitable. Il y a les deux, il va falloir voir effectivement lesquels doivent supporter le client. Mais d'un autre côté, il y a aussi ceux que le client ne doit surtout pas supporter et que s'ils sont engagés, il ne doit surtout pas utiliser parce qu'ils sont beaucoup trop faibles. Donc, il y avait, je pense, ça derrière cette volonté d'exigence. Disons que ça, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que, et d'ailleurs je l'ai remis, vous le verrez dans le référentiel 2, j'ai mis en commentaire l'exigence qui est côté référentiel 1 opérateur. On a bien évidemment, on a fait attention que ça soit bien la même liste qu'on trouve des deux côtés. Ça, c'était la première chose. Mais surtout, ce que je vous disais, c'est que la difficulté, c'est qu'on n'aurait qu'un seul opérateur. On maîtriserait beaucoup plus facilement la liste, finalement, acceptée, même si maintenant, on va avoir des mécanismes qui vont régulièrement aller consulter les points d'entrée des opérateurs pour s'assurer qu'ils sont toujours conformes. Mais on n'est pas à l'abri qu'à la suite d'une montée de version d'un des opérateurs, sachant qu'il y en a quand même plusieurs centaines, on se retrouve avec des listes qui divergent. Et voilà, et les préconisations de la sécurité chez nous étaient quand même de dire c'est quand même plus prudent dans ce contexte-là, malgré tout, même si c'est une contrainte pour l'éditeur, de s'assurer aussi que l'éditeur reste dans une liste finie de suites acceptées. Et j'entends c'est une contrainte côté client. Et surtout que le client peut être en fait simplement l'API, pas le logiciel en lui-même. Ah, peu importe, ça serait la même contrainte. Je vois pas votre point. Le client, vu qu'il connaît, s'il discute en HL7 avec la PFI, Oui. il n'aura pas ces ciphers-là du tout chez lui de son côté. Alors, ça c'est une autre question qui a aussi été remontée, c'est de se dire que je maîtrise moins. C'est effectivement quel est le niveau de sécurisation attendu dans ce flux entre DPI et PFI. Alors, je ne sais pas si. Actuellement, effectivement, il n'y a rien de défini. D'accord. Oui, je pense que c'est un autre sujet. Je pense que là, effectivement, on est sur le référentiel client de messagerie qui se connecte à un opérateur. Et effectivement, dans le cas où il y a le sujet d'articulation et que derrière, c'est une plateforme d'intermédiation et qui revéhicule les informations au profit d'autres logiciels métiers, ça va rentrer dans un autre cadre, effectivement. Du coup, là, tout ce qui est mis dans le référentiel est bien que sur cette interface messagerie versus opérateur et qui cette d'autres exigences par ailleurs, elles sont traitées dans notre cadre parce qu'elles ne vont pas concerner tous les clients messagerie qu'on souhaite. Voilà, mais il y a sans doute besoin d'une cohérence, effectivement, à terme, pour les deux. Mais pour l'instant, effectivement, nous, on ne traite que la partie soit PFI, soit logiciel autre vers opérateur. Même s'il est vrai que du HL7 n'aura certainement pas ce même niveau-là. Ouais. HL7 V2. Ouais. OK. Bon, bah, c'est noté. Pareil, bon, je passe au point suivant. Oui, alors, donc là aussi, une remarque assez simple, intéressante. Concernant l'autoconfiguration, donc on proposait un mécanisme d'autoconfiguration, déjà côté opérateur, puisque c'est lui qui le fournit, mais qu'on demandait effectivement que chaque système puisse faire fonctionner ce mécanisme d'autoconfiguration. Et la remarque qui nous a été faite, c'est de dire que finalement, ça avait sans doute moins de sens un mécanisme d'autoconfiguration côté client pour les balles applicatives. Qu'effectivement, pour une balle personnelle, relationnelle, on se doute bien que c'est sans doute très utile et donc une exigence est judicieuse, mais que peut-être moins pour les balles applicatives. Alors, effectivement, une balle applicative, elle est configurée une fois par plutôt un administrateur, enfin pas par un utilisateur final, a priori. Donc, on pourrait se dire que ça pourrait être une recommandation et non pas une exigence. Voilà. Donc après, ce qu'on pourrait faire, c'est effectivement, alors après, il faut trouver le bon mécanisme avec les profils et que ce soit compréhensible. Et c'est la proposition qui est en dessous. Ça serait de passer par une exigence pour finalement les systèmes qui s'interfacent à des boîtes aux lettres pair ou org, mais rester optionnel pour les boîtes aux lettres applicatives, avec une introduction probablement d'un profil adéquat, en espérant que ce ne soit pas trop complexe avec le nombre de profils.
Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. Est-ce que effectivement vous considérez que il est important de ne pas contraindre les éditeurs de balles applicatives à proposer ce mécanisme-là, ou est-ce qu'il y a des avis contraires? C'est vrai que c'est ne pas contraindre pour une balle applicative, ça me paraît assez logique vu que récupérer une configuration, faire pas mal de choses, tout ça pour récupérer une fois une balle, ça sert pas à grand chose, quoi. Voilà, nous c'est vrai que nous si on voulait introduire cette exigence-là, c'était effectivement plutôt pour les configurations des logiciels avec des balles personnelles relationnelles, quand il y a des déploiements effectivement utilisateurs finaux. Ça se justifie sans doute moins sur les balles applicatives, donc on peut peut-être ouvrir cette souplesse, si ça fait consensus, pas de vous. Ok, en tout cas s'il n'y a pas d'autres remarques, on partira sans doute sur cette orientation-là. Après, vous verrez ça dans la version 0.2 du référentiel. Ensuite, je vais passer la main à Mike Gay pour les deux dernières exigences à parcourir aujourd'hui. Mike, je te laisse le. Oui, merci Edouard. Bonjour à tous. Alors effectivement, là, on est sur le périmètre des indicateurs, hein, sujet qu'on a introduit côté client de messagerie, et particulièrement le sujet du NIL, hein, cette nouvelle en-tête qu'on souhaite introduire, qui est X-MSS-NIL. Et juste pour rappel, la cible de cette en-tête particulièrement, c'est de véhiculer un numéro unique qui permettra d'identifier la solution de messagerie qui pousse le message sur l'interface de l'opérateur à laquelle elle est accrochée. Et donc, on est en pleine analyse, hein, de quel numéro choisir. Effectivement, on a eu des remarques totalement fondées, hein, parce que la piste qu'on suivait au début, c'était le NIL produit par le CNDA. Et deux remarques présentes sur les deux slides, hein, cette slide et la slide qui suit. Alors, la première concernait le fait que le CNDA n'offre pas de certification MS Santé. Donc, on pouvait se retrouver avec des solutions métiers, avec cette fameuse brique de messagerie qui pouvait avoir plusieurs NIL à disposition. Et à l'inverse aussi, on avait des solutions de messagerie qui ne portaient pas de certification auprès de CNDA, donc pas de NIL à proposer. Donc, c'est les deux remarques qui ont été posées dans ces retours. Donc, on est en train d'instruire. Et donc, nouveau sujet que je veux apporter là. Alors, bien entendu, le sujet n'est pas encore sec, hein, on est toujours en train de se chercher un peu dessus. On est en train de tirer la ficelle du sujet convergence que bon d'entre vous connaissent. Et donc, on a initié quelques échanges avec les personnes qui administrent la plateforme convergence. Et donc, pour le moment, on est vraiment au début des échanges, on est en train d'analyser ce qui pourrait être fait à travers cette plateforme convergence. Sachant que ça pourrait être, alors attention, hein, je le dis avec des guillemets, ça pourrait être une bonne solution de compromis, sachant que pour l'instant, les premiers retours qu'on a, c'est que la plateforme Convergence est capable de générer un identifiant unique pour les logiciels qui sont déclarés sur cette dernière. Donc, pour l'instant, pas d'orientation ferme, de proposition avancée, mais voilà, je donne un peu l'info et la direction qu'on est en train de prendre. Donc, on vous fera un retour beaucoup plus structuré, avec plus de matière, lorsqu'on vous diffusera, je dirais, courant septembre, ce REM. Voilà. Si tu veux bien passer. Alors, séance de questions-réponses, je ne sais pas Ouais, si. non, l'idée c'est de se dire qu'avant qu'on passe à la partie suivante, effectivement, qui va concerner plutôt des exigences qui ne sont pas formalisées pour l'instant, mais sur lesquelles on travaille, qu'on veut partager avec vous. Est-ce que sur le REM, pour ceux qui auraient lu le REM mais qui n'auraient pas fait de remarques, voilà, est-ce qu'il y a d'autres difficultés? C'est vrai qu'on a eu très peu finalement de remarques éditeurs sur le fond de l'API LPS et sur l'implémentation de ProSanté Connect en particulier, qui est la nouveauté. Voilà, et ça nous a un peu surpris finalement. On a eu des remarques intéressantes par ailleurs. Mais voilà, donc on voulait s'assurer que effectivement, les formulations, les exigences posées, et en particulier le fait d'utiliser un serveur intermédiaire, qui est aussi quand même une nouveauté peut-être pour l'architecture de certains, était
acceptable et ne poserait pas de problème à la sortie de ces futurs REM vague 2. Et s'il y avait des sujets, on était à votre disposition pour revenir dessus, peut-être sur des ateliers un peu plus dédiés sur le sujet. Sachant qu'après, il faudra qu'on reparle des environnements de test quand on sera à la partie implémentation. Moi, il y a juste un petit truc qui me gêne, c'est l'obligation de passer par ProSanté Connect. C'est un mécanisme d'authentification à 2 facteurs. Oui. Il en existe d'autres aussi qui doivent être homologués par l'ANSSI, tel que c'est spécifié, d'ailleurs écrit dans le PGSSIS. C'est pourquoi ça va contraindre, ça a une très forte influence sur l'urbanisation des hôpitaux. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'un hôpital qui ne voudra pas utiliser ProSanté Connect parce que il sera incapable soit de distribuer des lecteurs de cartes ou de distribuer des téléphones mobiles à chacun de ses professionnels de santé, mais qui a d'autres solutions beaucoup plus faciles à mettre en œuvre et qui sont compatibles avec le PGSSIS, ne pourra pas faire de messagerie, tout simplement. Alors, justement, c'est ce qu'on veut éviter, ce que vous dites. Donc, je vais revenir sur un point qu'on essaie de faire passer, qui n'est pas nécessairement évident à comprendre parce qu'on parle beaucoup de l'API LPS. Notre objectif, et en particulier pour l'hôpital, c'est de dire que ce qu'on souhaite avec le Ségur, c'est que les logiciels sachent effectivement implémenter l'API LPS, je dirais, à minima. Par contre, ce qu'on a bien dit aussi bien dans les référentiels côté opérateur que le référentiel éditeur à venir, ce qu'on dit, c'est qu'on n'interdit pas l'usage d'autres API, je dirais, propriétaires ou spécifiques, en particulier dans le cadre des établissements, avec justement d'autres modes d'authentification. Mais dans ce cas-là, on n'est plus dans une interopérabilité, je dirais, standard API LPS. Et à ce moment-là, s'appliquent les règles de la PGSSI, comme vous disiez, natives. Mais ce n'est pas effectivement un mécanisme qui est décrit dans le cadre de l'API LPS du référentiel 2. Donc, par contre, le référentiel 2 n'interdira pas l'usage d'autres méthodes d'authentification, mais à ce moment-là, il faut que ce soit une interface qui est convenue entre un opérateur et un client de messagerie. Par exemple, on prenait souvent l'exemple effectivement d'un interfaçage entre Outlook et un serveur Exchange. Fatalement, il ne va pas se faire avec l'API LPS, je veux dire, et ProSanté Connect. Et ça n'est pas interdit pour récupérer des boîtes de messagerie. Il faut que ça soit conforme à PGSSI. Je ne sais pas si Jean-Baptiste, côté hôpital, tu veux compléter. Jean-Baptiste, encore là. Oui, non, c'est bon, le temps je clique. Pardon. Non, tout a été dit. Hein, donc, l'idée était bien entre imposer une interopérabilité minimale, et effectivement, donc, on avait vu dans tous les sens avoir ProSanté Connect. J'arrive pas à remettre la caméra, c'est pas grave. Et du coup, en parallèle, ne pas interdire effectivement d'autres solutions, comme tu viens de le dire, parce qu'on sait qu'il y a des usages, et c'est surtout pas de bloquer des usages actuels, mais bien par contre, ils doivent être conformes à la PGS, dont le dernier référentiel d'identification électronique, qui est opposable depuis le mois d'avril. Hein. Donc, c'est pas juste un corpus de guide, hein, c'est le référentiel d'identification électronique, il est maintenant opposable aussi. Donc, il fait partie effectivement du cadre à respecter pour d'autres propositions d'API, méthodes d'authentification sur la partie messagerie sécurisée. Et pour compléter, effectivement, ce qu'on s'est dit quand on a rédigé cette API LPS avec les opérateurs, hein, puis aussi un peu avec les éditeurs, c'est qu'on avait bien conscience de cette limite côté hôpital, enfin structure en particulier, et qu'on se disait que finalement, ce qui pourrait profiter le plus rapidement, en tout cas aux éditeurs ou à l'écosystème côté hôpital, c'est sans doute les balles applicatives qui ne font pas appel à ProSanté Connect. Au moins, il y avait une standardisation sur des certificats de structure, et quand même, on avait quelque chose qui était plus interopérable qu'avant, puisque standardisé, et qu'effectivement, la partie authentification personne physique serait sans doute moins appliquée tout de suite dans les usages à l'hôpital. Mais sans doute très profitable côté libéral. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Tout à fait. Ok. Parfait. Je ne pense pas, je n'ai pas vu d'autres questions dans le chat. À ce moment-là, Mike, je te laisse la main pour débuter la partie 3. Oui, parfait. Alors, avant de commencer cette partie 3, il y a une petite précision qu'on souhaiterait apporter sur les exigences sur lesquelles on va échanger ici.
c'est la cible de ces exigences. Donc, il faut garder en tête qu'il y a deux cibles. Déjà, vous aurez des exigences qui ne vont pas forcément atterrir dans le référentiel 2. Donc, vous allez avoir des exigences qui seront présentes ou communes dans les différentes task force qui sont en cours pour la vague 2. Donc, celles-là ont vocation, en tout cas, à descendre dans le référentiel. Alors, je me répète, les exigences qui sont communes aux task force, donc qui sont issues de notre référentiel 2. On va pouvoir en discuter. Et ensuite, vous aurez des exigences qui seront présentes uniquement dans les différents couloirs. Donc, celles-là, ce deuxième cas, ne seront pas présentes dans notre référentiel 2. Donc, petite précision pour pas qu'il y ait forcément d'interrogation sur le bien fondé d'une exigence éventuellement présente dans le référentiel 2. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur une exigence sur laquelle vous ne serez pas totalement à l'aise. On pourra vous dire si c'est une exigence qui est dédiée à une task force, donc pas présente dans le référentiel 2, ou si c'est plutôt une exigence qui sera présente dans le référentiel socle. Voilà. Ouais, Edouard, en d'autres termes, en d'autres termes, ce que je voulais compléter, c'était de dire que finalement, les exigences qu'on va vous lister, là, il y en a une petite dizaine, finalement, c'est des exigences qu'on a consolidées, je dirais, au fil du temps, de différentes sources, où on nous a dit qu'effectivement, il serait bien de traiter tel ou tel sujet dans le cadre de la vague 2. D'abord, il n'est pas arrêté qu'on arrivera à sortir ces exigences-là dans le cadre de la vague 2. Et ensuite, comme le dit Nike, c'est que ces exigences-là, on veut en discuter avec vous pour l'instant, mais on ne sait pas dire pour certaines si finalement ça pourrait être une exigence commune que vous trouverez dans chacune des TF, et donc issue de notre référentiel, ou des exigences qu'on va rédiger avec certaines TF et qui sont présentes que pour certaines TF. Voilà, donc c'est encore assez ouvert à ce stade. Ok, ça marche. Donc, merci. Donc, pour entrer dans le concret, quelques sujets. Donc, le titre est assez parlant, soit les exigences candidates. Donc, on va commencer sur le périmètre de mon espace santé. Philippe, je veux bien te laisser la main pour celle-là, puisque c'est l'évolution de l'arrêt d'échange entre en patient et un PS. Oui, donc on en a déjà parlé lors des ateliers précédents, mais voilà, là on l'a un peu mieux formalisé. On va conserver le mécanisme actuel, donc avec l'envoi des messages fins entre crochets, et on ajoute effectivement un dispositif un peu plus industrialisé, qui est que dans les messages métiers eux-mêmes, pas dans des messages spécifiques comme aujourd'hui le message fin, mais dans les messages métiers, les messages d'envoi d'informations et de documents vers les usagers, il sera possible de positionner une nouvelle en-tête spécifique, on a nommé X, MSS, MES, et cette en-tête, elle pourra servir à l'avenir pour plusieurs usages. Le premier usage qu'on va lui donner, c'est effectivement de pouvoir effectivement contenir la valeur fin. Quand mon espace santé recevra un message avec cette en-tête positionnée, on délivrera le message à l'usager, puisque c'est un message métier, mais effectivement, en plus, on traitera l'en-tête SNTP, et donc on empêchera l'usager de répondre au message et de communiquer plus globalement avec le professionnel de santé tant qu'il n'y a pas eu un nouveau message sans cette en-tête. Donc, un mécanisme similaire à celui du message fin aujourd'hui. Simplement, voilà, on l'intègre dans un seul message. On ne crée plus des pseudo-messages ou des faux messages comme les messages fins qu'on a aujourd'hui. D'accord. Parfait. Donc, je ne sais pas si ce sujet a déjà... écoutez, monsieur Laguarde, je vois que vous avez levé la main en premier. Je veux bien vous laisser. Je ne ferai peut-être pas à chaque fois, mais juste, déjà qu'on a vu avec Exchange que Return Recept 2 était refusé, dans tous ces points que vous proposez, vérifiez que ça fonctionnera avec l'infrastructure de Microsoft. Et que l'en-tête ne sera pas juste ignorée ou effacée. Est-ce que là, parce qu'effectivement, j'ai vu le message sur Return Receipt 2. Là, la question, le risque que vous voyez, ce serait que Exchange, là, on parle d'en-tête SMTP spécifique. Oui. Être sûr qu'elle ne va pas être enlevée. Encore qu'elle ne soit pas traitée, c'est une chose, mais être sûr qu'en fait, nous, on ne va pas la positionner et que dans certains cas ou certaines versions, elle serait carrément pas envoyée. Voilà, c'est. Oui, je comprends. Peut-être que je vais vous avez raison, un peu loin, mais peut-être c'est oui, peut-être. Mais d'accord, ok, on note le point.
Parce que vous, effectivement, à l'arrivée, vous allez le traiter, mais s'il a été supprimé en Et cours. supprimé en amont, ça ira pas. D'accord. Si en tête. Ok, c'est noté. D'accord, parfait. Sinon, oui, c'est mieux d'avoir un mécanisme robuste plutôt qu'utiliser Oui, totalement. l'objet. Voilà, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça qu'est-ce qu'on voulait donc utiliser pour les indicateurs, hein, déjà, vous en avez fait mention. Donc là, effectivement, on pensait utiliser le même pour ce sujet-là. Ça c'est quelque chose qui vous va, j'imagine. Enfin, je dis vous, globalement. Il n'y a pas de remarque. Ok, très bien. Donc, et bien évidemment, en corollaire, hein, cette en-tête positionnée dans les messages, ça nécessite bien entendu une interface utilisateur qui soit conviviale. Voilà, une option lors de l'envoi d'un message, une case à cocher, etc. Donc une option de proposer à l'utilisateur. Oui, ou quelque chose qui est positionné par défaut en fonction d'un paramétrage, suivant le type de logiciel. Ouais. Ok. D'accord, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au sujet suivant qui reste un peu sur le périmètre de l'échange avec le patient. Donc, on a écouté logiciel métier, hein, bien entendu, et on parle de l'interface justement qui facilite la génération d'une balle usagée, lorsqu'un PS veut écrire à son usager. Voilà, bon, ça, je pense que c'est une fonction qui est en visibilité pour tout le monde, mais nous, l'interrogation qu'on a, parce que c'est pas, on va dire, une fonction native tous les périmètres, c'est comment arriver à cerner, cibler en tout cas, les LPS ou les DUI qui ont besoin d'être sur ce périmètre-là. C'est-à-dire comment produire une exigence qui pourrait couvrir uniquement les logiciels qui ont besoin de cette fonction-là. Parce que de notre connaissance, de notre avis, tous les logiciels n'ont pas vocation à pousser à écrire, on va dire, nativement à un usager. Et donc, on s'interroge un peu sur ce périmètre-là. Je ne sais pas si vous aurez des pistes pour essayer de nous éclairer un peu sur ce sujet-là. Parce que, effectivement, pour le reformuler différemment, c'est qu'effectivement, on a bien conscience que la plupart des DSR, des REM imposent d'écrire à des patients, que ce soit en automatique ou potentiellement en manuel. Pour autant, voilà, là, évidemment, on se doute que c'est une fonctionnalité importante, mais encore faut-il qu'il y ait une IHM de pouvoir écrire depuis un dossier patient. Évidemment, c'est sans doute moins applicable pour des logiciels qui n'ont pas d'IHM directement. Voilà, il faut qu'on trouve un moyen de... Pourquoi vous voulez filtrer? Pardon. Justement, on se dit, je sais pas, justement, c'était le cas. C'était par exemple, on se dit, est-ce qu'effectivement, parce que c'est aussi une méconnaissance des produits de ma part, mais est-ce que dans un DUI, pardon, pas un DUI, un DPI, pardon, est-ce que dans un DPI, c'est une exigence qui a son sens? Bon, en tout cas, c'est demandé par des clients, oui, ça c'est sûr. Hein. D'accord. Parce que là, en fait, ou même plus largement, sans parler de DPI, c'est que on se dit, il y a sans doute des logiciels qui n'ont pas nécessairement d'interface graphique et qui finalement poussent en masse des messages. Et si on leur met une exigence sur le choix dans un dossier patient d'un message, ils vont nous dire, je suis incapable de vous l'implémenter. Oui, totalement. Voilà. Et on voulait savoir si dans vos cas d'usage, justement, à vous pensiez à des logiciels dans ce cas-là, ou est-ce que finalement, c'est une exigence que vous voyez tous appliquer dans vos contextes, quoi. Parce que typiquement, je finis avec ça pourrait être une exigence finalement qu'on ne retrouverait que dans certains DSR et pas nécessairement dans notre référentiel pour tous les DSR. Oui, totalement. Ou peut-être juste enfin, si je pense que si ça arrive dans le REF2, vu qu'on n'est pas du tout à l'aise sur le fait que ce soit appliqué à tout le monde, ça pourrait descendre en recommandation. Ouais, à ce moment-là, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Ça perd son intérêt. Voilà, donc si effectivement vous ne voyez pas, de manière, on le mettra aussi dans le référentiel d'exigence et qu'on fera concerter quand ça sera rédigé. Mais en tout cas, ce que je retiens là, en tout cas, de votre avis, c'est une exigence qui pourrait être applicable à tous vos logiciels, en tout cas ceux représentés lors de l'atelier 4. Est-ce que ça pourrait pas être
la discrétion finalement de l'éditeur, puisque par exemple, nous on a eu le sujet, moi, mes patients, ils sont tous en EHPAD, ils n'ont pas de messagerie, alors c'est temporaire, hein, dans 20 ans. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, effectivement, l'exigence, elle pourrait éventuellement, sur justification, être levée, quoi. Peut-être, quelque chose comme ça, je sais pas. C'est une exigence qui est pas d'envoyer le message pour nous, c'est une exigence qui est que le logiciel propose la fonctionnalité. Ça, s'il justifie l'éditeur, peut-être que... Peut-être que pour les logiciels où c'est applicable, en tout cas au moins toujours dans l'articulation DPI-PFI, ça typiquement, ça pourrait être une évolution du référentiel là, que je vous ai mis en lien. Après, à déterminer à vous, est-ce que c'est une information dans le CDA, est-ce que c'est un segment particulier, mais du coup, ça pourrait être au moins précisé. Comme ça, on a un seul moyen de passer l'information quand c'est applicable. Mais je ne fais pas tout à fait le lien avec l'interface PFI-DPI, en l'occurrence. C'est-à-dire que typiquement, le choix, on va dire la production du document, elle est généralement dans le DPI. Et c'est dans le DPI aussi que l'utilisateur peut éventuellement recueillir la non-opposition du patient aux envois par MS Santé. Et là, typiquement, c'est celui qui va l'auteur du document, qui au moment où il génère le document, et c'est pas le DPI qui l'envoie, il peut décider, soit un paramétrage par défaut, soit personnalisé. C'est là que l'auteur peut dire, j'ai pas envie de recevoir de réponse. Oui, mais ce que j'ai et cette information-là recueillie dans l'IHM du DPI, c'est finalement comment après elle est exploitée dans la PFI pour rajouter cette information dans le puisque en fait c'est la PFI qui sera le client de messagerie au sens de votre référentiel, et c'est elle qui va solliciter l'API avec l'opérateur. Et donc quelque part, si jamais il y a ce choix d'en-tête, c'est bien la PFI qui va devoir mettre cette en-tête. Mais comment elle sait qu'elle doit la mettre? Même chose en fait. C'est l'interface, Philippe, je pense. Voilà, là on ne parlait pas d'en-tête. Hein. On est plus sur, l'interface est recueillie dans le DPI. Mais comment cette information est passée à la PFI? Oui, là, en l'occurrence, tel que je comprends l'exigence telle qu'on voulait la formuler, pour nous, la PFI n'a pas besoin d'avoir l'information. Là, finalement, cette exigence, pour moi, elle serait applicable au DPI, en l'occurrence, qui, lui, finalement, proposerait cette fonctionnalité de savoir initier un message. Il créerait un shell set qui lui dit « je veux envoyer le message au patient ». Et finalement, pour moi, la PFI, elle enverra le message au patient. Elle n'a pas besoin d'avoir un contexte particulier pour l'envoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je pense qu'avec le référentiel, c'est-à-dire avec le flux standard qui est passé du DPI à la PFI, il n'y a nulle part pour enregistrer cette information. Il n'y a pas de message en fait. Il n'y a pas de message en fait. Oui, mais la PFI a les informations pour générer le message. C'est elle qui génère le message mail. Oui, mais pardon, alors, je dois y voir quelque chose que je ne sais pas à ce moment-là, mais ce que je comprenais, moi, entre la PFI, enfin DPI et PFI, c'est qu'à l'heure actuelle, avec le mécanisme existant, on dirait vague 1, le DPI est en capacité de dire à la PFI, envoie-moi tel message à tel patient. Oui, mais forcément toujours avec un document. S'il n'y a pas de document, il n'y a pas de message. Oui, c'est ça, c'est de façon indirecte, ça passe par le CDA, forcément. Oui. D'ailleurs, ce qui est pas très bien. Ça y est, j'y suis. Ok. C'est le CDA qui contient les destinataires, qui contient les destinataires. C'est le CDA qui contient les destinataires. Il y a forcément une pièce jointe. C'est des messages avec pièce jointe. Oui, effectivement. Oui, d'accord. Je vois ce que je n'étais pas. Et il y a certains segments après qui permettent de dire si effectivement il faut ou non envoyer le mail au patient ou au professionnel de santé ou pas. Et donc si jamais il y avait cette information supplémentaire à mettre, logiquement, effectivement, au niveau de l'utilisateur, c'est celui qui est dans le DPI, qui est l'auteur du document ou le secrétaire médical qui met cette information. Par contre, après, il faut trouver un moyen de la diffuser jusqu'à la PFI. Il faudrait reprendre les spécifications de HSL. Tout à fait. Est-ce que c'est dans un segment? Est-ce que c'est dans le CDA? Après, c'est à vous de voir. Mais... Oui, tout à fait. Voilà. Sans doute un segment de commentaires quelque part dans la HSL. Probablement, mais effectivement. Ok. Non, mais je comprends mieux la question. Okay. En tout cas, ce que je retiens, malgré tout, parce que c'était notre question de base, bref, il faut voir effectivement ce cas particulier PFI, mais la question de base, c'est que finalement, pour vous, en tout cas, vous ne voyez pas de cas où, dans vos logiciels, il n'y aurait pas ce besoin de facilement générer un message pour un patient depuis une base patient. Okay. C'est déjà assez intéressant pour nous généraliser. Ok. Et on garde effectivement pour le PFI. Si plus de questions, on passe à l'exigence suivante. Alors là, on est plutôt sur le périmètre de l'annuaire santé, hein, la consultation. Donc, ici, l'idée, c'est les moyens offerts aux professionnels de santé de trouver un correspondant à travers
les informations remontées par l'annuaire santé ou une structure. Alors, je parle d'un PS, on peut parler d'une structure aussi, donc les balles. Et donc ici, une question avec plusieurs volets, idem un peu à celle d'avant, c'est déjà, est-ce que, enfin, comment arriver à sortir du périmètre ceux qui n'ont pas vocation à implémenter une fonction, une telle fonction. Aussi, quels pourraient être les critères de recherche mis en avant pour cette consultation d'annuaire. Et pour finir, question même qui aurait pu être avant, c'est l'interface annuaire à utiliser. Alors, je sais qu'aujourd'hui, deux choix s'offrent à vous. On sait qu'il y a les différentes extractions et il y a aussi le LDAP, le LDAP annuaire. Donc, je veux bien qu'on commence par la première question, qui est déjà, est-ce que, selon vous, il y a des logiciels qui n'ont pas forcément vocation à implémenter cette consultation d'annuaire? Donc, un peu comme la question d'avant, on n'est pas au clair, on n'est pas du tout au clair sur ce point-là. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques remarques déjà dessus. Bon, on a compris un peu que la question d'avant, ce que je comprends, c'est peut-être quelque chose à laisser à la discrétion de l'éditeur de la solution, bon, à voir et à analyser. Mais là, pour ce point-là, pour ma part, c'est encore plus flou. Je ne sais pas si le citer que lui, M. Laguarde, ou une autre personne a une remarque. Disons que l'intérêt d'avoir un annuaire, ça évite de créer des doublons dans nos applications, en fait, parce qu'il y a beaucoup. Avant, tout était créé à la main, c'était pas vraiment organisé, donc vous avez beaucoup de doublons de médecins correspondants, par exemple. En passant par un annuaire, du coup, ça permet à l'établissement de monter une organisation autour de cet annuaire santé. Enfin, à mon avis, c'est une pièce obligatoire pour la e-santé en France. C'est comme l'INS, comme le DMP, comme la MS Santé. Clairement, vous avez raison. On avait et c'est déjà, enfin pour le coup en tout cas sur la partie hôpital, l'inclure hôpital, on avait déjà cette obligation dans la vague 1 d'importer les fichiers d'extraction. Donc ça, on l'a fait, nous, dans la partie au moins des pays, c'est déjà. D'accord. Oui, mais il n'y a pas les adresses MS Santé dans l'extraction qui est demandée. Il y a si, dans les trois fichiers. Si, dans les trois fichiers. Dans les trois fichiers, oui, mais on n'en a qu'un seul à obligatoirement devoir importer, pas les trois. Oui, effectivement. C'est le LDAP qui marche tout le temps. Et ça permet aussi de vérifier les adresses. Je pense que c'est intéressant d'avoir le LDAP. C'est ça qu'on était parti de ce côté-là, ce qu'on a regardé effectivement qui étaient des exigences côté annuaire général finalement dans la vague 1. Ce que vous dites, parce qu'effectivement je ne les ai pas tout à fait en tête, mais ce que vous dites, c'était vu d'un point de vue, il faut consommer telle extraction. C'était ça à peu près le. Oui, c'était l'extraction. Sans dire l'usage qui en était fait nécessairement. C'est ça, c'était pour pouvoir compléter les informations du personnel de santé quand on l'importait. Mais effectivement, c'était basé sur l'extraction simple sans les adresses MS Santé. Et pour MS Santé, effectivement, l'usage du LDAP est plus simple et plus pratique. Mais du coup, c'est pas impossible parce que je crois que, suivant les éditeurs, en fait, on a récupéré quand même l'adresse MS Santé. Bah oui, on a fait le travail jusqu'au bout quand même. Bah oui, on n'a pas pris que RTPS. Nous on l'a fait. On va regarder effectivement. On l'a fait essentiellement aussi, mais vu qu'on n'en a pas spécialement besoin, on ne l'a pas forcément fait, non. C'est faisable, mais il faut compléter, enfin il faut traiter plusieurs fichiers pour rapprocher plusieurs extractions. C'est ça, il faut réconcilier plusieurs extractions pour avoir les données complètes. On a tous créé des bases tampons pour faire cette consolidation. C'est ça. C'est pas infaisable, mais ça pourrait être plus facile. Oui, c'est un peu le Fire dont on a parlé un peu la dernière fois qui, espérons-le, simplifiera cette. Ok. Donc effectivement, il y a déjà ce prérequis. Par contre, peut-être, ça peut être une exigence, mais qui ne demande pas forcément de remplacer quelque chose qui marche déjà. Alors tout à fait, justement. Bon, à creuser, quoi. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que là, on parle effectivement qu'il y a l'interface. Nous, notre objectif, c'est pas tant finalement de dire de comment le faire, de dire quelle est la finalité qu'il faut atteindre en termes de fonctionnalité. Parce qu'effectivement, déjà, il y a le LDAP, il y a les extractions, en plus, ça veut changer avec le Fire. Enfin bon, je pense qu'on n'a pas intérêt à aller dans trop de détails sur le comment faire. Par contre, récupérer l'adresse MS Santé, oui, c'est bien. De toute façon, voilà, c'est ça. C'est qu'il faut être capable Il faut permettre de chercher dans un annuaire, mais il faut aussi que cet annuaire, il peut être national, mais il peut être aussi en instance locale. Et à ce moment-là, il y a des objectifs. Il faut mettre des contraintes de synchronisation de cet annuaire local avec l'annuaire national.
Après, ça, c'est aussi au départ, il y avait une contrainte sur les opérateurs, il me semble. Il y avait certains opérateurs qui nous disaient qu'il fallait forcément synchroniser tous les X temps avec leur annuaire, parce qu'en plus, eux, ils nous proposent des annuaires parfois consolidés. Oui, tout à fait. Certains le font, ouais. Il y en a lequel, mais consolidé. Donc ça, effectivement, parce que la finalité, c'est quand même de pouvoir rechercher effectivement une adresse MS Santé. Après, je dirais, peu importe les critères qui sont... Ça, c'est le libre choix de l'éditeur, je pense. On ne va pas les imposer. Jean-Baptiste, il faut que si un opérateur remet à disposition un annuaire à partir de l'annuaire national, la technique d'appel de cet annuaire soit la même. C'est-à-dire que si c'est LDAP pour tout le monde, ou si c'est Fire pour tout. Enfin voilà, c'est. Il y en a, ils mettent pas du tout ni l'un ni l'autre. Ils mettent un truc custom, tout à fait. Il faut que pour un éditeur, sur un contexte local et en fonction de l'opérateur, il puisse se brancher sur l'annuaire de l'opérateur ou sur l'annuaire national, et que du coup, ça soit transparent pour l'éditeur. Alors j'entends, hein, mais sauf que je me dis quel est l'intérêt de ce branche. Je sais qu'il y a des opérateurs qui consolident des annuaires et qui en proposent, mais de notre point de vue, on ne peut pas l'interdire, enfin, difficile. Par contre, finalement, quel serait l'intérêt de se brancher sur ces annuaires-là s'il y avait un annuaire national facile à consulter? Parce qu'en fait, chez eux, ils ajoutent en plus les adresses internes à l'établissement, par exemple. Ah. Les adresses internes. C'est quoi les adresses internes ? La description de certaines boîtes aussi n'est pas publique. Ah. Voilà. Il y a des boîtes qui sont pas... En fait, ils passent par le même annuaire pour nous donner des boîtes qui sont MS Santé et d'autres qui sont internes à l'établissement. Mais des boîtes classiques, des boîtes internes. Les boîtes classiques internes, d'accord, ok. Ouais, et internes du coup à l'opérateur en fait. D'accord. D'accord. Parce que du coup, l'opérateur refait un dispatch des messages qu'on envoie. Ceux qui sont à destination de MS Santé, ils les prennent pour MS Santé, et les autres, ils les dispatchent normalement. D'accord. Je sais pas, Jean-Baptiste, tu as baissé la main, enfin. Ah si, ben voilà. Non, mais c'est rapidement, mais du coup, sans rentrer sur les modalités, qui est vraiment l'enjeu des ateliers, mais sur le fond, cette disponibilité d'adresse, je reviens à tout ce qui a été dit, ça a été au début des Ségur, ça avait été une forte demande des postes de santé sur les frustrations, les problématiques pour arriver à systématiser, généraliser les envois MS Santé. Donc, quelle que soit la modalité, je pense que avoir des clients de messagerie santé sans avoir, d'une façon ou d'une autre, accès à un annuaire, ne pas nous permettre d'avancer, quoi. Après avoir effectivement toutes les modalités, ça c'est le but de ces ateliers, des échanges, quoi. Mais en tout cas, c'était vraiment une forte demande qui a été mise en wagon pour répondre et qui était un vrai point bloquant identifié. C'était tout ce que je voulais rajouter. Oui, un annuaire est forcément obligatoire, effectivement. Après, la méthode dans laquelle on le récupère est pas forcément à décrire, je pense, mais qu'on utilise forcément un annuaire, quoi. Ouais. D'accord. Ok, je vois un commentaire effectivement dans le chat. Monsieur Mazar, effectivement, mais qui a été abordé lors de la précédente réunion, hein. Mais on l'a noté, alors on va voir quand est-ce qu'on pourra effectivement avoir des extractions qui nous proposeront, mais la nécessité aussi de disposer dans ces annuaires de l'année nationale, la description de la balle et responsable de la balle, c'est des balles orga ou applicatives. Effectivement, et on a vu que la dernière fois que c'était pas possible avec les extractions publiques pour l'instant, donc ça on l'a noté aussi. Parfait. J'ai vu que Safa de l'IFEN avait levé la main. Alors après, j'ai vu que la main a disparu. Je ne sais pas si. Si. En fait, j'avais levé la main parce que globalement, quand on parle de l'annuaire santé, c'est un annuaire RPPS avec l'ensemble des médecins, mais ce n'est pas l'ensemble des médecins qui disposent d'une adresse MS Santé. Donc, je me posais la question de nous, notre rôle en tant que PFI, c'est quand même d'acheminer des documents médicaux. On peut recevoir l'information du nom, prénom, RPPS du médecin. Donc, est-ce qu'on a une responsabilité aussi quid des médecins qui n'ont pas MS Santé, en fait? Est-ce qu'il y a des exigences qui s'appliquent dans ces cas-là? Alors, je ne suis pas sûr de vous suivre. Là, vous disiez l'obligation de transmettre un message, effectivement, je comprends la question, mais de transmettre un message à un professionnel qui ne dispose pas de boîte MS Santé. Oui, c'est-à-dire que là, dans tous les cas, dans les exigences, à juste titre, on parle plutôt d'échange MS Santé. Oui, mais ça c'est sûr, dans un référentiel MS Santé. Ouais. Oui, mais du coup, en fait, est-ce qu'on se dit que juste chacun est libre de gérer comme il veut les autres types de communication quand un médecin ne
ne dispose pas d'une adresse MS Santé? Libre, Ouais. alors après, c'est une autre question. Je dirais, ça dépend si on parle de messagerie électronique ou pas. Mais à l'heure actuelle, il va être difficile de transmettre de la donnée de santé sur une messagerie électronique qui ne soit Classique. pas MS Santé, à part le cas particulier d'AppCrypt V1. Bah, je parlais plutôt d'AppCrypt en fait. Enfin, c'est plutôt ça. Est-ce qu'il y a des exigences qui s'appliquent quand même ou on se dit que c'est un cas particulier, il n'est pas traité du coup dans le cadre des DSR et des exigences? Bah, alors, je tente une réponse, hein, et Edouard, tu me diras, mais je sais que légalement, aujourd'hui, on impose l'échange de données à travers une messagerie sécurisée. Ça, c'est le cas, hein. Et bon, aujourd'hui, AppCrypt V1, je vais mettre quand même une petite parenthèse, correspond à ce cadre légal. Donc, une fois que ce cadre légal est respecté, j'ai envie de dire que bon, la responsabilité, il faut voir comment elle est découlée, mais aujourd'hui, rien n'empêche de transférer des messages à travers AppCrypt. Forcément, AppCrypt V1, j'entends, parce qu'il y a la V2. V1 est hors périmètre MS Santé. Donc, on va avoir du mal, en tout cas, pour ce cadre MS Santé, à adresser des exigences sur ce sujet-là. Parfait, merci. Je vois qu'il y a aussi une question qui ouvre effectivement sur d'autres types de messagerie, monsieur Debreu. Pour les messageries, alors c'est plutôt une messagerie instantanée, à ma connaissance, Doctolib, Team et Maya Connect. Alors là, je vais avoir plus de difficultés à répondre. En tout cas, effectivement, ce ne sont pas des messageries MS Santé. Après, le cadre effectivement réglementaire de ces messageries-là, pour l'échange de données de santé, je ne le connais pas. Je ne saurais pas répondre à la question. Effectivement, c'est des messageries qui existent. De toute façon, on aura la question on prend la question et puis on va essayer de voir ce qu'on peut apporter comme réponse. Okay. Ok, ça marche. Donc, ce que je retiens, effectivement sur ce point-là, en fait, c'est que c'est surtout ça finalement qu'on voulait voir avec vous, c'est que vous ne voyez pas a priori de contexte de logiciel finalement où cette exigence du moins de rechercher un professionnel dans un annuaire ne s'appliquerait pas. Puisqu'on cherchait effectivement les cibles, est-ce qu'il y avait c'est une fonctionnalité qui peut être attendue et donc une exigence attendue dans tous les DSR finalement. Reste à trouver la bonne formulation. À part pour peut-être la biologie où effectivement ils écrivent à une boîte applicative en général, donc après. Oui, mais ça n'empêcherait pas finalement la capacité, parce que quand on dit rechercher une boîte aux lettres, c'est aussi bien une boîte aux lettres personnelle qu'organisationnelle ou applicative. Oui, après. Finalement, on pourrait Oui. Alors, excusez-moi, dans les fichiers, de vous couper un peu. Il n'y avait peut-être pas les boîtes aux lettres applicatives. Oui, alors ça vous avez raison. Hein. Il y a certaines extractions qui ne sont pas tout à fait aussi complètes les unes que les autres et qui ne respectent pas, qui n'extraient pas effectivement tous les types de boîtes. Mais c'est pas un souhait et espérons qu'on arrive à. Oui, c'est pour l'annuaire. En fait, dans les fichiers nationaux qu'on peut récupérer, apparemment, ils n'y sont pas. Et on avait une autre question parce que ça gêne nous certaines remontées. Des médecins qui ont des adresses MS Santé mais qui ont choisi d'être sur liste rouge. Dans ces cas-là, c'est pas diffusé. Alors, je comprends le concept de la liste rouge pour les patients ou toute la population. Puis le médecin ne souhaite pas forcément que son adresse soit mise. Par contre, quand c'est que pour un usage professionnel, les établissements hospitaliers qui doivent écrire aux médecins de ville qui adressent, est-ce que là, il ne faudrait pas qu'il y ait deux niveaux de liste rouge, entre guillemets, entre liste rouge grand public et leur permettre d'être. Est-ce qu'ils veulent vraiment aussi être liste rouge de leurs confrères? En fait, à mon sens, Edouard, parce que c'est une question. Edouard, alors excusez-moi, monsieur Lagolle, je suis désolé d'interrompre un peu les échanges parce qu'il ne nous reste que 13 minutes et on a encore pas mal de sujets à aborder. Non, mais je vais répondre en deux mots. Parce qu'effectivement, je te laisse répondre on mettra plus de détails dans le compte rendu. Mais effectivement, c'est un vrai sujet, cette liste rouge. Ça tombe bien qu'on en parle aussi ensemble. En tout cas, la position qu'on a pour l'instant, c'est que déjà, je pense que le mécanisme de liste rouge, je pense qu'on n'a pas tellement intérêt à le modifier, y compris pour la partie extraction, le fait qu'elle soit masquée dans l'extraction. Par contre, je pense qu'on a affaire de l'explication auprès des professionnels ou des opérateurs qui créent des boîtes, parce qu'effectivement, ça n'a aucun sens de se retrouver avec un acteur qui déclare sa boîte en liste rouge, ou quelqu'un l'a déclaré pour lui en liste rouge, alors que justement, il veut s'en servir dans le cadre d'un échange public.
Et donc, c'est contradictoire. Donc, à mon sens, ça c'est plutôt de ce point de vue-là qu'on pourra régler cette question de... Ah oui, de l'accompagnement. D'accord. Voilà, parce que, bon, déjà, la fonctionnalité, je pense qu'elle s'entend. Il est difficile de faire sans. Par contre, après, si elle est mal utilisée, évidemment, ça va poser des problèmes. Voilà, bon, je vais faire la parenthèse. Vas-y, Mike. C'est à moi d'ailleurs. Écoute, oui, effectivement, je te repasse la main pour. Ok. Alors, comme je te dis, malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc il y a peut-être des sujets sur lesquels on va devoir. Non, c'était toi d'ailleurs, ça, mais bon, peu importe. Et combien je regarde juste combien il nous reste pour s'adapter. Oui, il nous en reste pas mal. Et après, donc, ok, je vais essayer de. On se garde 10 minutes après pour la conclusion des questions, et donc on va essayer de faire vite. Ok. Bon, j'ai surtout essayé de les passer en vue, sauf s'il y a des remarques structurantes. Donc, toujours en frontier sur la fonctionnalité LPSDUI, ça, c'est un besoin qu'on nous a demandé d'instruire. Pour l'instant, on n'a pas nécessairement d'orientation très claire dessus. C'est finalement le fait que, dans certains cas, là encore faut-il trouver les bons logiciels, j'imagine surtout médecine de ville, mais pas que, finalement que les logiciels puissent gérer plusieurs boîtes aux lettres, puisque effectivement, il y a des cas déjà où ça peut être utile. Est-ce qu'il faut que ce soit une exigence? Évidemment, je pense que c'est peut-être pas applicable à tous les logiciels. Voilà, donc c'est toujours la même difficulté de savoir comment effectivement identifier les logiciels qui devront proposer cette fonctionnalité de relever plusieurs types de boîtes. On n'est pas encore très avancé là-dessus. On va essayer de proposer quelque chose aussi. Voilà, je poursuis. Et sur le dernier point, sur les fonctionnalités, alors là, on est encore moins avancé, mais bon, c'est quand même pour le partager, on en a déjà parlé, je pense, c'est cette question de comment réussir à supprimer des messages dans les boîtes aux lettres, puisque finalement, on a toujours eu deux objectifs. Hein. Le premier, c'est de ne pas se servir des boîtes aux lettres comme message de stockage de longue durée, puisque ce n'est pas la finalité de la santé par rapport aux exigences CNIL en particulier. Et puis aussi pour les opérateurs, de maîtriser la taille des boîtes aux lettres et qu'elles ne grossissent pas indéfiniment. Donc voilà, donc là, il y a des pistes, pas nécessairement simples à mettre en œuvre. Est-ce que ce sera dans la vague 2? C'est pas nécessairement évident, mais en tout cas, dans le cadre des logiciels qui consomment effectivement les documents, si effectivement on arrive à avoir des mécanismes de consommation de documents, d'extraire la pièce jointe et que le logiciel qui les consomme arrive à informer, à avoir l'information que le document a été bien intégré, ça pourrait déclencher des suppressions de messages avec toutes les questions que ça pose. Et voilà, il y a un vrai sujet quand même à traiter qu'on aimerait commencer à instruire. Je pense que là, on peut avancer parce que c'est un vaste sujet. Alors après, il y avait plusieurs, je dirais presque plus facile, mais moins facile à écrire en termes d'exigences, des exigences concernant plutôt l'ergonomie des logiciels ou l'affichage des messages dans les logiciels. Ce qu'on nous a remonté en termes de besoins à essayer d'instruire, l'un paraît très légitime et j'imagine déjà traité dans certains logiciels, même si sans doute beaucoup, c'est le fait de distinguer les messages émis par des professionnels des messages émis par les patients. J'imagine que c'est pas quelque chose. Voilà. L'idée, ça serait de rendre cet élément obligatoire. Après, il y a plein de manières de le faire, hein, j'imagine, soit des codes couleurs, soit de segmenter dans des répertoires différents, que sais-je. Donc, pas évident à mettre ça comme exigence. Mais sans doute utile. Alors, voilà, là, par contre, si effectivement vous avez des avis sur cette exigence-là, sur le comment faire, parce qu'évidemment vous êtes beaucoup plus pertinent que nous sur ce genre d'exigence ergonomique. Peut-être pas sur comment faire exactement, je peux juste dire que sur le DMP, il y a l'équivalent en fait, quand on consulte les documents, mettre en évidence les documents du patient. Et c'est formulé avec, c'était assez libre en fait, pour qu'il y ait quelque chose de visuel. Il y a une exigence qui traite de ce sujet-là côté DMP pour distinguer les messages émis, posés par le patient ou posés par les documents posés par le patient versus les documents des professionnels de santé. Donc, intéressant. Ça demande juste de le rendre distinguable, simplement, sans préciser plus. D'accord, intéressant. Okay, on regardera ça. Jean-Baptiste, oui, non, mais je trouve effectivement que dans le DMP, les documents sont en partie sont déposés professionnels ou le patient ne sont pas du tout dans la même catégorie de documents. Après, je ne sais pas comment c'est affiché ou comment je n'avais pas souvenir d'exigence après, mais qu'effectivement, de fait, ils sont classés dans des catégories différentes. Et ce que je comprends là, c'était une exigence côté logiciel, une fois que c'était rapatrié. Oui, et je ne me rappelle plus laquelle, mais effectivement, il me semble que dans l'intégration, il y a quelque chose là-dessus pour que, effectivement, le PS puisse avoir la différence entre quelque chose qui a été mis par un confrère versus quelque chose qui aurait été mis dans le DMP par un patient. Oui, c'est ça. Ok. Je poursuis, s'il n'y a pas d'autres...
Afficher les informations patients depuis un message patient reçu. C'est pas très clair. En fait, là, l'idée, c'est que, comme vous le savez, hein, autant on a un annuaire des professionnels, mais on n'a pas d'annuaire des patients, en tout cas pas avec mon espace santé. C'est légitime. Et donc, il y a peut-être un besoin quand même, finalement, pour le professionnel, puisque les seules informations légitimes, elles sont positionnées par mon espace santé, à savoir dans le champ from, où il y a justement un libellé, où il y a prénom.nom, je crois, merci pour la référence, qui est indiqué. Et donc là, c'était sans doute, et peut-être effectivement d'avoir une exigence pour que ce nom-prénom soit bien récupéré et soit bien affiché de manière intelligible aux professionnels, puisque finalement, il n'a pas d'autres éléments que le nom-prénom et l'ILS. L'ILS étant évidemment très discriminant. Donc ça, c'est une proposition qu'on nous avait faite. Et là aussi, pareil, il faudra cibler les bons logiciels. Ok, je propose de poursuivre s'il n'y a pas de remarques particulières là-dessus. C'est moi qui poursuis d'ailleurs, parce que c'est moi qui ai le bouton. Ensuite, simplifier l'affichage des objets des messages contenant des documents structurés. Alors ça aussi, là aussi, on serait intéressé par vos avis là-dessus. C'est des remontées qu'on a de professionnels qui, depuis effectivement l'arrivée des exigences sur les documents structurés, qui utilisent l'objet du message finalement pour qui est lui-même structuré, si on peut dire, pour indiquer qu'il y a bien des documents structurés, de quel type de compte rendu il s'agit et quel est le patient. On se demandait s'il ne serait pas judicieux de proposer que ces objets-là, finalement, soient retraités par les logiciels en réception pour les rendre plus intelligibles aux professionnels, du moins pour les logiciels qui affichent vraiment des boîtes de réception. Donc, au moins médecine de ville. Voilà, je ne sais pas si vous avez des avis sur ce sujet. Si vous avez déjà eu des remontées de professionnels se plaignant de ces nouveaux messages structurés. Je vois qu'il ne nous reste que 5 minutes, donc je vais avancer. On en reparlera, on fera des propositions. Voilà, on nous a aussi remonté la nécessité de proposer, en tout cas pour certains types de logiciels, un mode conversation en plus du mode classique d'affichage du message quand il y a une boîte qui est affichée. Je poursuis sans faire réagir. Et le dernier concernant, alors celui-là est effectivement un peu long, mais je vais le traiter très vite. C'est plus une information pour l'instant et qu'il faut en avoir conscience. Je pense que c'est intéressant qu'on se partage quand même. C'est que finalement, en tout cas, là je parle uniquement des balles applicatives. Vous avez vu, évidemment, le MIE demande d'utiliser un certificat haute-CLI, et donc il y aura bien un identifiant de structure dans ce certificat. Et par ailleurs, ça existait déjà, ces boîtes aux lettres applicatives utilisent un identifiant de structure qui est déclaré à l'annuaire et qui sert après à faire des remontées d'informations sur les statistiques d'usage. Et donc il faut avoir conscience que finalement, on n'aura pas nécessairement le même identifiant, dans le sens où on pourrait avoir un EG ou un EJ quand il s'agit d'un finesse. Et donc, en tout cas, il y a une vraie nécessité dans notre référentiel de clarifier justement ces différents choix EG, EJ, qui dépendront sans doute aussi des task force. Et voilà, donc on va essayer d'écrire quelque chose qui va simplifier et clarifier l'usage de ces identifiants de structure pour les balles applicatives. Hop, je lance. Donc, il nous reste 4 minutes, très bien. Donc, la dernière partie, c'est justement de voir la suite des travaux. J'ai repris le planning que vous avez affiché au début des ateliers, l'atelier 1. Évidemment, je ne vais pas revenir sur la partie haute du schéma, puisque c'est évidemment pas de changement. Donc, on était effectivement ici, dans nos ateliers éditeurs. Et donc, ce que je voulais indiquer avant de rentrer plus dans le détail, c'est que je disais tout à l'heure, par rapport à la vague 2 Ségur, finalement, notre objectif qu'on se donne commun maintenant, c'est d'aboutir à un référentiel 2, je dirais, complet et concerté de manière publique entre nous d'ici la fin octobre prochain. Donc une fois qu'on a dit ça, comment ça peut se décliner pour nos travaux? Je vais commencer par la fin, ça sera plus logique. Effectivement, donc notre objectif, c'est de réaliser une concertation publique du référentiel 2, donc complet, la semaine du 10 octobre, normalement, justement pour tenir cet objectif de fin octobre. Une concertation courte, puisque quand même qu'on aura vu ensemble, on verra déjà pas mal d'exigences. Donc une concertation probablement sur une semaine, avec une semaine de prise en compte des retours de notre part. Ça, c'est pour la fin. Si on va à rebours, l'idée de vous proposer comme un dernier atelier, alors je sais bien qu'on en avait dit 3 au début, qu'on en serait à 5, un atelier le 23 septembre, justement pour voir
les derniers drafts d'exigence que ce sera échangé entre-temps, qui sera donc le dernier atelier avant la concertation publique. Et avant ça, justement, alors je vais reprendre dans l'ordre maintenant, la semaine du 18 juillet, évidemment, vous envoyez le compte-rendu de cet atelier et surtout le draft d'exigence donc mis à jour, puisqu'on ne l'a pas encore envoyé, en version 2, où je vous disais, vous aurez toutes les remarques de chacun des éditeurs avec des propositions de mise à jour d'exigence sur le périmètre actuel. Nous, d'ici septembre, on a aussi un chantier de travailler justement avec l'ETF sur les exigences spécifiques ETF pour justement converger et savoir où mettons ces exigences dans le référentiel ou dans les REM d'ETF. Et puis, le jalon important pour nous en termes de livraison, c'est que on veut vous livrer donc finalement un nouveau draft d'exigences en version 0.3, donc avec de nouvelles exigences aussi, le 12 septembre pour que vous puissiez réagir dessus pour l'atelier du 23 septembre et qui enchaînera donc sur la concertation publique. Je vois qu'il y a une question. Référentiel s'appliquera-t-il aussi à mon espace santé en tant que client de messagerie MS Santé citoyen? Alors, oui et non. En tout cas, vous savez, on avait dit dans les premiers ateliers qu'il existait à l'heure actuelle pour mon espace santé, on l'avait publié sur le site mssanté.fr, un guide technico-fonctionnel MS Santé qui n'était pas engageant. L'idée de ce référentiel 2, c'est bien d'intégrer soit le verbatim qu'il y avait dans ce guide-là, qui était plutôt de l'information sur le fonctionnement de mon espace santé, mais aussi des exigences communes. Et ces exigences-là se retrouveront bien dans le référentiel 2 éditeur. Concernant mon espace santé, il n'y aura pas de référentiel messagerie citoyenne distinct. Je ne sais pas si c'était ça votre question. Voilà, il reste 1 minute. Je vous en prie, si vous avez des questions avant qu'on mette un terme à la réunion. Monsieur Laguerre, les environnements de test permettent aux clients de valider produits à l'épreuve seront fournis. Donc, pour ceux qui ne sont pas clients Mélis. Alors, tout à fait. Là, on n'a pas. Je pense qu'on vous en parlera beaucoup plus à la rentrée. On est en train de concevoir cet outil. On espère qu'il sera disponible courant octobre. Mais effectivement, ce qu'on va fournir, c'est vraiment un outil agnostique par rapport à Mélis. Hein. C'est pas l'environnement Mélis formation que connaissent ceux qui l'utilisaient. C'est vraiment un outil neutre, on va dire, qui simulera un opérateur compatible API LPS et qui fera aussi, comme vont le connaître assez prochainement les opérateurs, un outil de contrôle qui permettra, sur la base d'un client Rundeck, de lancer des cas de test, que ce soit pour la mise au point de vos logiciels ou aussi pour le référencement Ségur. Et ça, on aura l'occasion de vous le présenter, je pense, plus avant, en septembre. Il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas de main levée. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Et puis donc on se retrouve, et puis surtout l'échéance, c'est qu'on vous envoie donc ces 2 drafts d'exigence, l'un mi-juillet et l'autre en mi-septembre, pour conclure sur une version complète du référentiel 2. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous. Et bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci. Ouais, au total, je suis à 92h50. Tu veux que les docs, là, j'ai toujours pas eu le temps de les faire.